Alain Duhaut, bonjour. Bonjour, Guy. Vous êtes responsable de l'opération Opéra Ballet, je vous appelle opération à UGC. Comment ça vous est arrivé, après une station de radio bien connue, RTL, d'arriver à monter cette opération qui est en fait une manière pour moi de montrer l'opéra au grand public? C'est tout à fait cela. C'est vraiment une manière d'ouvrir les portes de l'opéra. Vous savez, les opéras sont des sortes de maisons closes dans lesquelles on ne pénètre pas, où il se fait des choses bizarres, comme dans les maisons closes, mais des choses bizarres pour le grand public. Parce qu'il ne peut entrer à l'opéra pour deux raisons. La première raison, elle est financière, bien évidemment, ça coûte cher l'opéra. Mais la deuxième raison est beaucoup plus insidieuse, c'est qu'une partie du public pense que ce n'est pas pour lui. Quand je fais ces diffusions d'opéra, donc depuis maintenant 8 ans, on commence la 9e saison, eh bien je vais de temps en temps en salle et je parle avec les gens. Et je leur dis alors, vous êtes contents? Oui, ils sont très heureux, ça va vous donner envie d'aller à l'opéra. Et toujours ils me disent, non, c'est pas pour nous. Je dis, pourquoi c'est pas pour vous? On peut aller à l'opéra maintenant, bien sûr, c'est un peu cher. Non, c'est pas ça, mais on se sentirait pas bien. Donc il y a une espèce de réflexe qui est encore, comment dire, un réflexe social, qui fait que pour beaucoup de gens, l'opéra c'est un lieu auquel ils n'ont pas accès, c'est un lieu d'élite, mais ils n'en font pas partie. Donc j'ai voulu briser ce rapport-là, et j'ai d'abord voulu montrer que l'opéra c'est un genre pour tout le monde. C'est une chose qui me tient à cœur depuis longtemps. Je l'ai fait quand j'étais, vous le rappelez, à RTL, je l'ai fait quand j'étais à Radio Classique, je l'ai fait dans la presse écrite, dans les livres, je l'ai fait partout. Je suis une sorte de militant de l'opéra. C'est pourquoi j'ai écrit le dictionnaire amoureux de l'opéra, pour montrer qu'on pouvait être amoureux de l'opéra, que c'était quelque chose qui nous touche intimement, parce que l'opéra, c'est des histoires qui sont des histoires d'aujourd'hui. Non pas forcément les histoires qu'elle raconte, mais les sentiments. Parce que c'est des histoires d'amour, parce que c'est des histoires de haine, de trahison, de peine, de douleur, de mort, tout ce qui est la matière de nos vies. Alors comment c'est arrivé cette série Viva l'Opéra? Eh bien, c'est moi qui la dirige depuis le début, mais ce n'est pas moi qui en ai eu l'idée. Car l'idée revient à deux personnages formidables. L'un s'appelle Guy Verrecchia, l'autre s'appelle Alain Sussfeld. Ils sont l'un et l'autre le président et le directeur général du GC. L'un et l'autre sont des passionnés d'opéra. Ils y vont depuis longtemps. Et puis, quand quelques années auparavant, Gaumont-Pathé a lancé l'idée de faire des directs du Metropolitan Opera de New York, ça leur a donné l'idée de dire « Ah oui, c'est une possibilité qu'on pourrait utiliser, mais on ne va pas faire la même chose, il faut faire autre chose. » Et donc ils m'ont invité à déjeuner dans un bon restaurant, ce que je ne refuse jamais. On comprend. Et ils m'ont dit « Voilà, vous êtes le monsieur opéra en France, bon, vous connaissez très bien. Qu'est-ce que vous diriez de diffuser au cinéma ?» Et j'ai tout de suite dit oui, parce que tout de suite ça recoupait un de mes désirs, c'est-à-dire de le diffuser le plus largement possible. Alors on s'est mis d'accord d'abord sur la périodicité qui a évolué, mais je vais vous expliquer après. Mais enfin, la périodicité, c'était un opéra par mois, diffusé 2 fois dans le mois. Un opéra qui est un opéra filmé, c'est-à-dire pas des films d'opéra, comme ce qui s'est fait, si vous voulez, quand Philippe Blanquier avait fait Carmen ou Don Giovanni. Non, c'est des opéras filmés en salle avec du public pour avoir la réaction du public. Et donc filmés dans les 2 ou 3 années qui précèdent leur diffusion. C'est-à-dire pour que le public voit ce qui se fait sur toutes les scènes d'opéra du monde où on va les chercher. Et puis ils m'ont donné totale liberté en disant bah, on verra si ça marche. Et ça a marché tout de suite. Dès la première année, beaucoup plus qu'ils pensaient que ça mettrait du temps à s'installer, ça s'est installé tout de suite. Il y a eu d'emblée un bouche à oreille très bon. Et dès la 2e saison, on avait des salles pleines. Par la première saison, les salles, certaines étaient pleines, pas toutes. Dès la 2e saison, on avait des salles pleines. Ça n'a fait qu'augmenter. Maintenant, on refuse du monde. Et puis, donc, j'ai fait des programmes d'abord pour la première saison avec uniquement les tubes. J'ai fait Carmen, Faust, La Traviata, enfin, bref, des opéras qui sont connus par tout le monde, même s'ils n'ont pas vu les opéras, ils savent qu'il existe. Ils ont entendu des airs dans la pub ou au cinéma. Et puis, ensuite, d'année en année, j'ai élargi la palette de manière à faire découvrir le plus d'opéras possible. Alors, de temps en temps, il y a eu des échecs. Par exemple, la 2e saison, j'ai voulu
aller plus vite que la musique et j'ai programmé Katia Kabanova de Janacek, un opéra que j'aime beaucoup, mais il est vrai que Janacek n'est pas connu du public français et Katia Kabanova encore moins. Et ça a été un bide, on a fait des demi-salles et même des tiers de salle. Donc et j'ai attendu. Et cette année, 9e saison, je reprends un Janacek, un insuccès qui va dire à vous y abonner. Je dis oui, mais la différence est que maintenant, on est connu et il y a un attachement. Car d'année en année, on a vu un attachement du public qui, de plus en plus, est venu régulièrement et maintenant s'abonne. Au début, on achetait, comme quand on va au cinéma, le plus souvent, on achète une place de cinéma. Maintenant, il y a des abonnements et il y a de plus en plus de public qui s'abonne, c'est-à-dire qu'il fait confiance. Il fait confiance à ce que je lui apporte. Au début, il ne savait pas forcément si ce que je lui proposais allait l'intéresser. Maintenant, il fait confiance. C'est-à-dire qu'ils viennent, j'allais dire les yeux fermés, c'est pas idéal au cinéma. Oh, quoique, pour de l'opéra, si on ferme les yeux, c'est ah oui, mais quand même, vous savez, je suis attaché à ce que ça soit très très bien filmé. Donc, ils viennent en toute confiance et je suis persuadé que le Yenoufa de Janacek que j'ai programmé cette saison aura beaucoup plus de public parce que les gens me font confiance. Et ils seront contents. Vous savez, moi j'ai eu la télévision, parce que j'ai quand même fait beaucoup de télévision, et j'ai eu un maître qui était Jacques Chancel. Et Jacques m'avait dit cette phrase qui me sert de maxime d'obligation. Il m'a dit, tu verras, il faut donner au public ce qu'il aime et lui faire découvrir ce qu'il pourrait aimer. Et c'est véritablement ça qui conduit mon action dans toutes les activités que je mène, et en particulier dans ces séries d'opéra, c'est-à-dire que chaque saison, il y a des choses dont je sais que le public va l'aimer. Par exemple, là, on ouvre cette saison avec Nabucco, je sais qu'il va l'aimer. Oui. Mais Yenoufa de Janacek, ça va le surprendre plus. Les Huguenots de Meyerbeer ou Lady Macbeth Zemzens, Cosimo de Boccanegra, par exemple, c'est des opéras auxquels il s'attend moins. Donc je fais une espèce d'ingrédient, un mélange d'ingrédients, de façon à ce que les gens soient heureux et qu'ils découvrent des choses qui les rendent heureux. C'est du 50-50, où il y a un peu plus de connus ou un peu... Alors, je dirais, ça dépend des saisons, parce que ça dépend aussi, si vous voulez, c'est assez complexe comme organisation. Je cherche à avoir toujours des opéras italiens, en règle générale majoritaire, parce que l'opéra est né en Italie, et c'est d'abord la manifestation de ce chant italien. Bel canto. Voilà, des opéras italiens, des opéras français, des opéras russes et allemands, au moins un grand nombre, mais donc un équilibre. Mais... globalement, je dirais que j'essaie qu'il y ait 50-50 ou plus souvent 60% de connus, 40% à découvrir. Mais il y a aussi d'autres aspects de la découverte. Il n'y a pas seulement la découverte des œuvres, il y a la découverte d'un certain nombre d'artistes que je veux faire découvrir et la découverte aussi de certaines mises en scène. Vous savez qu'il y a toute une polémique depuis 25 ans sur la manière dont sont présentés les opéras sur les scènes. Et il y a effectivement des excès qui sont inadmissibles, je ne diffuse pas cela, mais il y a aussi des mises en scène qui renouvellent la vision, et celles-là, ces mises en scène-là, je les diffuse. Et c'est tout à fait intéressant, parce que dans ce cas-là, je vais toujours dans une ou deux salles pour discuter avec les gens, et les gens, le plus souvent, alors certains sont irréductibles, me disent non, ça, nous, on veut que ce soit traditionnel. Mais il y en a beaucoup qui disent, ah bah oui, finalement, au début, on a trouvé ça bizarre, et finalement, c'était passionnant. Parce qu'il y a aussi une vérité à laquelle je songe toujours, c'est la vérité cinématographique. Il y a 3 ans, par exemple, j'ai diffusé le Don Giovanni du Festival de Salzbourg, qui m'avait absolument marqué, et qui était une mise en scène de Klaus Guth, un metteur en scène allemand, qui est une mise en scène cinématographique. C'était sur la scène, je veux dire. Mais de la salle, on avait l'impression d'être au cinéma, ça bougeait tout le temps, puisqu'on avait Don Giovanni qui marchait en permanence. La scène était une tournette, et il marchait dans la forêt. Et tout ça, c'est un principe cinématographique. Et tout d'un coup, eh bien, les gens ont le sentiment d'être au cinéma. Et c'est ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que, bien sûr, on présente de l'opéra, mais de l'opéra au cinéma. Donc, il y a ces exigences, comme les exigences aussi du fait qu'il y ait un certain plaisir à voir les chanteurs et les chanteuses en particulier. Les chanteurs et les chanteuses, là encore, ça se partage, parce qu'il y a de nombreuses chanteuses, maintenant, elles sont toutes plutôt, elles font un effort pour soigner leur apparence. Et les chanteurs, évidemment, quand c'est Jonas Kaufmann, eh bien, que ce soit les hommes ou les femmes, d'ailleurs, ils sont tous amoureux de Jonas, et tout le monde est heureux de le voir.
Mais donc ça, c'est ce deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est aussi un équilibre entre les artistes qui sont des stars et les artistes à découvrir. Je citais Jonas Kaufmann, je peux citer Roberto Alagna. Si vous voulez, il y a un certain nombre de grandes stars, ou Anna Netrebko, que je fais en sorte d'avoir chaque année dans ma programmation. Mais il y a aussi des artistes que je veux faire découvrir, que j'aime ou que j'ai découvert, et je veux dire que c'est extraordinaire. Par exemple, cette saison, je programme Traviata et Butterfly, 2 tubes. Oui, des très belles productions, l'une qui vient de Madrid, splendide production de Traviata de Madrid, l'autre qui vient de Londres, une Madame Butterfly de Covent Garden, que j'ai trouvé très émouvante. Et pour chacun de ces deux opéras, il y a la même chanteuse qui a un drôle titre, Traviata, Ermonella Giao, Butterfly, Ermonella Giao. Ermonella Giao est une chanteuse d'origine albanaise, qui a été élève d'une chanteuse albanaise assez connue en France, qui s'appelle Inva Moula, mais Ermonella Giao est connue au Chantoumètre de New York, elle est connue dans le monde entier, pas vraiment en France. Donc, voilà, j'ai choisi Traviata et Butterfly, parce que je sais que ça va faire plaisir aux gens. Les mises en scène sont des très belles mises en scène, relativement traditionnelles, mais très belles, splendides, des beaux costumes, tout. Et puis, ils vont découvrir une chanteuse qu'ils ne connaissent pas, Ermonella Giao, qui, pour moi, est de la graine de Anna Netrebko. Donc voilà, vous savez, je suis comme un cuisinier avec tous mes ingrédients et j'essaye de faire un beau plat à la fin. Et dans le beau plat, il faut penser que vous faites des directs de l'Opéra de Paris. Alors là, c'est encore autre chose. Alors, vous avez raison, c'est très important de souligner ça, parce que on n'avait pas imaginé au départ de faire des directs de l'Opéra de Paris. Et c'est l'Opéra de Paris qui est venu nous trouver, au bout de 3 saisons, la 3e saison, direction de l'Opéra de Paris nous a invités, donc Guy Verrecchia, l'Institut Suisse, l'UGC et moi-même, pour imaginer la possibilité de faire des opéras en direct. Bah, évidemment que moi j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est toujours la même chose. Mais j'ai dit à Guy et Alain, et j'essaie, mais simplement je ne veux pas que ça retire la série des 10 opéras que je fais chaque saison, c'est un par mois, je veux que ça s'y ajoute. C'est-à-dire que tout d'un coup nous sommes passés de 10 à 18. Parce que on garde la série des opéras qui viennent du monde entier, que j'ai choisi un peu partout. On y ajoute les directs de l'Opéra de Paris, que je vais donc présenter à l'Opéra de Paris. Parce que là, pour les opéras que j'ai choisis dans le monde entier, j'enregistre en studio ma présentation qui est diffusée partout en même temps. Mais tandis que quand c'est les directs de l'Opéra de Paris, cette fois, au lieu d'être en studio, je suis à l'Opéra de Paris, au milieu du public, des chanteurs, parfois dans une espèce de fouillis énorme, mais c'est la vie. Et puis j'en profite, puisque je les ai là sous la main, pour interviewer les chanteurs, le chef d'orchestre, metteur en scène. Ça donne une vie extraordinaire. Le public aime beaucoup ça, les directs de l'Opéra de Paris, parce que l'Opéra de Paris, comme vous savez, c'est impossible d'y aller, très compliqué. Donc là, ils ont non seulement la possibilité de voir les spectacles, mais en même temps, ils entrent derrière, on va filmer dans les coulisses, on suit les chanteurs et les chanteuses, on a des conversations avec tout le monde. Les gens adorent ça, et ça marche très très bien. Mais il y a pas un petit risque, je vois dans la programmation, les Huguenots, je ne le connais pas, enfin moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu la mise en scène. Vous, j'imagine que vous ne l'avez pas vu non plus. Donc c'est un risque que vous prenez avec en direct. Alors je vous dire, Guy, vous avez parfaitement raison. Le direct de l'Opéra de Paris est toujours un risque, puisque par principe, on ne connaît pas le spectacle, puisque on se réunit un an avant avec le directeur de l'Opéra de Paris, et autour d'une table, et il nous dit, enfin moi il me l'a déjà dit avant en règle générale, parce que on travaille un peu en amont, et là il dit officiellement, devant le directeur du GC et moi-même, voilà, les grands événements de la saison, ça va être les Huguenots, voilà, etc., plein d'autres choses, ou les Troyens, etc. Bon, et donc je dis, bon, ça on va le faire. Et je dis, dis-moi qui fait la mise en scène, quel est le chef. Il me donne tous les éléments, c'est-à-dire le chef, la distribution et le metteur en scène. Et il n'y a jamais d'assurance. Mais il est clair que, bon, les distributions, ça m'assure déjà, parce que quand même l'opéra c'est du chant. Le chef aussi. Et puis le metteur en scène, j'essaie, quand il arrive, que ce soit des metteurs en scène que je ne connaisse pas. Donc j'essaie de me renseigner sur eux. Vous parlez des Huguenots, justement dans les Huguenots, il y a un metteur en scène allemand que je ne connaissais pas, Andreas Kregenburg. Donc je me suis renseigné sur lui, j'ai obtenu un certain nombre d'informations sur ce qu'allait être sa vision,
l'utilisation du blanc et du rouge, puisque c'est les Huguenots, c'est l'opéra donc, qui se situe autour du massacre de la Saint-Barthélemy, dans ce choc des protestants et des catholiques à Paris, et qui se termine donc dans cet épisode tragiquement célèbre. Et donc j'ai compris que sa vision était une vision qui pouvait être intéressante. Mais je ne peux pas vous assurer que ça correspondra à ce que je souhaitais. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, j'avais choisi La damnation de Faust, d'abord parce qu'il y avait Jonas Kaufmann, Brinterfell et Sophie Koch, et que le metteur en scène avait réalisé, Stephen Harenheim, avait réalisé des choses vraiment très réussies, d'ailleurs un trou vert de Verdi que j'avais diffusé dans le cadre de Viva l'Opéra, et bien c'était un échec total. Et c'était absolument terrible parce que moi je suis, quand je diffuse les directs à l'opéra, je suis les répétitions. Et petit à petit, je commence à voir. Et je me souviens d'une répétition où Jonas était là, Jonas me dit « T'as vu la répétition ?» Je dis « Non. » Bah écoute, tu verras après si on le fait vraiment en direct. Bon, alors j'ai dit « Écoute, de toute façon on le fera en direct parce qu'on s'est engagé, il n'y a pas de problème. » Mais Jonas n'aimait pas ce spectacle, il avait raison. Ce spectacle était un ratage total. Je l'ai dit et écrit, donc je ne vais pas changer. Mais ma difficulté là était autre. C'est que le soir du direct, moi je m'adresse au public. Je ne vais pas lui dire vous allez voir une chose qui a un ratage. Ça, c'est pas non, terrible. Donc je leur ai pas... parlé de la damnation de Faust, l'importance de l'œuvre, les chanteurs magnifiques, tout ça. Le chef, j'ai glissé pudiquement sur la mise en scène. Je dis voilà, c'était un parti pris. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, et puis voilà. Mais il y a une fonction de pari. Mais d'une certaine manière, quand vous allez à l'opéra, vous avez payé votre place très cher, ben vous avez aussi le spectacle, il est réussi ou pas réussi. Et je vous rappelle qu'à l'opéra, quand vous payez votre place, c'est 10 fois le prix de ce que vous payez au cinéma. Oui. Donc, il y a une fonction de pari. Mais quand vous allez voir un film au cinéma, vous ne savez pas s'il va vous plaire. Quand vous allez dans un bon restaurant, ben, un jour, le cuisinier n'est pas en verve, et puis c'est pas terrible. Ben, c'est la vie, ça. La vie, c'est aussi fait de haut, de bas, de paris, de choses qui marchent et de choses qui marchent moins bien. Je vais terminer par la question qui brûlerait certainement plus d'une paire de lèvres. Comment vous réussissez à aller voir tous ces opéras, les choisir? Vous avez le temps, vous vous baladez dans le monde entier. Et vous savez, j'ai la chance d'avoir fait mienne la devise de Stendhal qui disait « J'ai la chance de faire de ma passion mon métier ». Et c'est effectivement le cas. Ma passion, c'est l'opéra. J'y ai consacré des livres, des émissions de télévision, de radio, de tout. Et je passe ma vie à aller dans les opéras, partout, en voir. On me dit tout le temps, mais t'en as pas assez, t'es pas fait. Je dis non, d'ailleurs, si j'en avais assez, j'arrêterais, parce qu'au fond, je pourrais parfaitement arrêter. Je voudrais une retraite tranquille, mais non, pas tranquille, parce que si je n'allais pas à l'opéra, ce serait pas tranquille. Prenez cette saison, j'ai programmé une Traviata pour, je vous l'ai dit, pour faire découvrir Ramonella. Et on peut me dire, par la Traviata, tu l'as vu, je ne sais pas combien de vues, je dois 100 fois, 100 productions différentes de Traviata, mais ça m'excite tout le temps, parce que j'adore cette œuvre. J'ai même écrit un livre sur Traviata entièrement, où je me mettais à la place de Traviata. J'ai écrit l'autobiographie de Traviata. Ça s'appelait La Dévoyée, c'était la traduction française de Traviata. Et je suis toujours ému quand on commence, vous savez, l'attaque avec le pianissimo des cordes, puis les premiers bois qui montent. Mais ça me bouleverse chaque fois. Donc, je ne m'en lasse jamais. Et je cours le monde pour voir des opéras. Je ne vous dis pas que je vois que des choses bien, hein, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de déchets. Mais j'ai toujours mes petits carnets que je note en sortant. Et puis quand je me dis maintenant, il faut songer à ma programmation, je regarde toutes mes fiches, tout ça. Je fais tout ça, mais c'est bien sûr que ça prend beaucoup de temps, mais voilà, je passe ma vie à courir le monde pour aller voir des opéras, pour écouter des concerts, pour faire des croisières musicales. Vous savez, j'ai ma vie qui n'est pas douloureuse. Hein. Alors simplement, évidemment, quand on parle de dimanche, de vacances, de 35 heures, tout ça me fait beaucoup rigoler, parce que je n'arrête absolument jamais. Jamais, jamais. Mais comme ça me plaît, pourquoi arrêter ? Et puis, si je peux le faire partager au public, c'est formidable. Vous savez, quand je vois les gens qui sortent d'un spectacle que j'ai programmé au cinéma et qui sont émerveillés, qui disent c'était merveilleux, mais ça me fait un peu un bien fou. Donc, voilà. Pour vous, la plus belle salle d'opéra au monde?
Alors, la plus belle ou la plus émouvante? C'est deux choses différentes. Je ne sais pas. Alors, la plus émouvante, la Fenice de Venise. La plus belle, la Scala de Milan. Ah, je savais qu'elle allait y arriver. Ah oui, elle est belle, mais elle est très vaste, très solennelle. Et reconstruite. C'est la Fenice qui a été reconstruite. C'est Non, non, mais la Scala, si vous voulez, c'est une très belle salle, mais très sérieuse, comme ça. Tandis que la Fenice, c'est un opéra qui, d'abord, dans un creux de Venise, que j'aime beaucoup. J'y suis allé avant qu'elle ait brûlé, j'y suis allé après qu'elle ait brûlé. Vous savez que ça a été reconstruit à l'identique, comme disaient les Vénitiens, là où c'était, comme c'était. Et ça a été vraiment reconstruit comme ça. Et il y a une émotion double. D'abord parce que le théâtre est d'une beauté, si on aime cette architecture du fin 18e baroque, vraiment c'est splendide. Et puis il y a l'émotion aussi de ce théâtre qui, pour la troisième fois, avait brûlé. C'est pour ça que ça s'appelle la Fenice. Comme le phénix, l'oiseau qui renaît de ses cendres. C'est qu'il a brûlé plusieurs fois. Mais ça, c'est vraiment un théâtre très émouvant. Je dis, il y a aussi des théâtres que j'aime en France. L'Opéra Garnier. Je ne vous dirai pas que j'aime l'Opéra Bastille, que je trouve très laid, mais bon, je ne suis pas le seul. Mais la sonorité est bonne. Ah oui, voilà. L'acoustique est très bonne, mais l'opéra est très laid. Mais l'Opéra Garnier, j'y ai beaucoup de plaisir. C'est un opéra qui correspond à une esthétique du 19e siècle, qui est l'esthétique de l'essentiel des grands opéras. Et il y a un opéra en France que j'aime aussi beaucoup, c'est le théâtre Victor Louis à Bordeaux, qui est un superbe opéra où, au contraire, vous savez, à l'opéra, les choses sont rouges, mais moi, chez moi, je suis comme si j'étais à l'opéra, et c'est en bleu à l'opéra de Bordeaux, parce que c'était un théâtre 18e, et au 18e, justement, la couleur des théâtres, c'est le bleu. Merci. On vous retrouve pendant des mois encore dans les salles UGC pour Viva l'Opéra et j'imagine pour la 10e, la 11e, la 12e saison. Mais d'ici là, on aura le temps de se revoir. Ça sera volontiers. Merci beaucoup. Guy.